Une jeune fille innocente faisait du vélo dans la maison. Lorsque sa mère est allée la voir après avoir préparé le déjeuner, elle avait disparu sans laisser de traces. Mais 12 ans plus tard, des ouvriers rénovant le garage d'une propriété ont découvert quelque chose de choquant sous le sol en béton, une découverte qui allait tout changer. Cedar Brook Hollow n'était pas le genre d'endroit où les enfants disparaissent. Cette paisible ville boisée, nichée dans le nord-ouest Pacifique, avait toujours été fière de sa sécurité et de son esprit communautaire. Les matins brumeux apportaient du brouillard sur les routes sinueuses bordées d'arbres, créant un paysage presque éthéré. Au cours de la dernière décennie, Cedar Brook Hollow avait connu une croissance modeste, avec quelques nouveaux lotissements surgissant à ses abords. L'essor des locations Airbnb attirait un flux constant de visiteurs, le télétravail favorisant les escapades rurales, les citadins cherchant un refuge temporaire dans la tranquillité de la forêt. Cet après-midi de fin mai, Laura Forester arriva dans son allée à 15h17 précise, comme la plupart des jours de la semaine. À 40 ans, ses cheveux blond miel commençaient à dévoiler des mèches argentées qu'elle ne prenait plus la peine de cacher. Les rides autour de ses yeux s'étaient creusées au fil des ans, creusées par un chagrin qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à supporter. Laura coupa le moteur de sa vieille voiture, prit sa boîte à pâtisserie et son uniforme, et marqua une pause, comme toujours, à l'idée de la maison vide qui l'attendait. Chef pâtissière au Morning Roast, elle travaillait du matin, commençant sa journée à 5h30 pour préparer des pâtisseries et des desserts et la terminant en milieu d'après-midi. Rentrer chez elle dans le silence ne la laissait jamais de marbre. Laura Forester était maman ou l'était avant la disparition de sa fille, Emily, il y a 12 ans. Emily n'avait que 8 ans lorsqu'elle disparut un matin de vacances d'été. Laura était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait pas entendu les rires familiers d'Emily depuis plus d'1 heure. Elle appela, inspecta le jardin, puis celui de devant, puis les maisons des voisins. À la tombée de la nuit, toute la ville cherchait la petite fille au sourire éclatant et aux boucles dorées. Après la disparition d'Emily, le mari de Laura n'a pas pu supporter le poids de leur chagrin commun. Il lui reprochait de ne pas avoir suffisamment surveillé Emily, d'être resté dans la cuisine au lieu de rester dehors avec leur fille. 6 mois après la disparition d'Emily, il a demandé le divorce et a déménagé à Seattle, laissant Laura seule avec sa culpabilité et une maison pleine de souvenirs. En entrant chez elle, Laura posa sa boîte à pâtisserie sur le comptoir de la cuisine et accrocha son uniforme à carreaux noirs et blancs au dossier d'une chaise. La maison était silencieuse, comme toujours. Elle s'apprêtait à monter prendre une douche lorsque son téléphone sonna. L'écran afficha un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années, l'inspecteur Dean Harland. Dean avait été l'enquêteur principal sur l'affaire d'Emily au début. Il appelait Laura quotidiennement pour lui donner des nouvelles, mais au fil des mois et des années, l'affaire étant classée sans suite, les appels avaient cessé. Désormais, Laura devait souvent contacter elle-même la police, pour s'entendre dire qu'il n'y avait aucune nouvelle piste. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle répondit, « Inspecteur Harland ?»« Mademoiselle Forester ?» Bonjour, sa voix était plus grave que dans ses souvenirs, vieillis par les années. « Êtes-vous chez vous ?»« Oui, je reviens du travail. » « Tout va bien ?»« Il y a quelque chose en rapport avec l'affaire d'Emily. »« C'est important. »« Puis-je venir vous parler en personne ?» La main de Laura se resserra autour du téléphone. « Bien sûr, oui, venez. Je serai là dans 15 minutes. » Après avoir raccroché, Laura arpenta son salon, rangeant les magazines inutiles, regonflant les oreillers qui n'étaient pas plats. Son esprit s'emballa, avait-il retrouvé Emily? Était-ce sa dépouille? L'incertitude était insoutenable. Lorsqu'elle vit la voiture de patrouille s'arrêter par la fenêtre, Laura l'attendait déjà à la porte. L'inspecteur Harland en sortit, l'air plus âgé que dans ses souvenirs. Ses cheveux noirs étaient maintenant parsemés de gris, et il se tenait légèrement voûté, comme s'il avait passé trop d'années penché sur des dossiers. Mademoiselle Forester, hocha-t-il la tête en s'approchant du porche. S'il vous plaît, appelez-moi Laura, dit-elle, une formalité qu'elle répétait à chaque fois qu'elle se rencontrait, bien qu'elles se connaissent depuis plus d'1 décennie. Laura, corrigea-t-il doucement.
Merci de m'avoir reçu si rapidement. Entrez, s'il vous plaît, dit-elle en s'écartant. Mais il resta au pied des marches du porche. En fait, je pense qu'il serait préférable que tu viennes avec moi. Nous avons trouvé quelque chose, une preuve importante liée à l'affaire Emily. Laura sentit son souffle se bloquer. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons retrouvé le vélo d'Emily, dit-il, le visage sérieux. Le vélo, où? Comment? On l'a découvert dans une location Airbnb non loin d'ici. Il serait préférable que tu m'accompagnes pour pouvoir l'identifier et confirmer qu'il appartient à Emily. Laura n'hésita pas. Elle prit son sac à main sur la console de l'entrée et verrouilla la porte derrière elle. Tandis qu'elle traversait les rues familières de Cedarbrook Hollow, Laura réalisa qu'elles empruntaient Oakidge Road, un itinéraire qu'elle empruntait quotidiennement pour se rendre au travail. Lorsqu'ils s'engagèrent dans l'allée d'une grande maison aux murs de cèdre, Laura sentit un frisson la parcourir. Je passe devant cette maison tous les jours, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le détective. Je passe devant ici tous les matins. L'inspecteur Harland lui lança un regard compatissant en garant la voiture. On va trouver une solution, Laura. La propriété bourdonnait d'activité, des policiers s'activaient, certains prenant des photos, d'autres discutant en petits groupes. Un ruban jaune de signalisation délimitait le garage, où plusieurs personnes en tenue blanche de police scientifique travaillaient. L'inspecteur Harland la conduisit vers le garage. Un homme portant un gilet de chantier s'approcha d'eux. « Inspecteur, nous avons terminé de documenter la position initiale de l'objet, dit-il. »« Merci, » répondit Harland. « Mademoiselle Forester, voici Ryan Johnson, le contremaître de la rénovation qui a découvert le vélo. » Ryan fit un signe de tête à Laura. On cassait le béton pour réparer la plomberie et rénover tout le garage quand on l'a trouvé. Il était complètement enfoui sous le plancher. Laura les suivit dans le garage, où une partie du sol en béton avait été arrachée, révélant une fosse d'environ 1 mètre de profondeur. Au fond, partiellement recouvert de terre et de poussière de béton, reposait un petit vélo rose avec un panier en plastique blanc fixé à l'avant. Même couvert de crasse, Laura le reconnut immédiatement. « C'est le sien, dit-elle d'une voix à peine audible. C'est le vélo d'Emily. » Elle s'approcha du bord du trou, attirée par la vue de quelque chose que sa fille avait touché, aimé. Le vélo était rouillé et détérioré, mais reconnaissable. « Êtes-vous sûr ?» demanda doucement le détective Harland. Laura hocha la tête et désigna le guidon. « Ces décorations, ces banderoles violettes et roses ? Emily ne laissait jamais personne les enlever. Elle les adorait. Le vélo a été délibérément placé là, a ajouté le contremaître du chantier. Il n'a pas été simplement dissimulé accidentellement pendant les travaux, il a été enterré profondément, pour être dissimulé. Y avait-il autre chose? La question de Laura s'éteignit, la peur lui serrant la gorge. L'inspecteur Harland comprit. Il n'y a pas de restes humains, Laura. Juste le vélo. Laura hocha la tête, le soulagement se mêlant au chagrin renouvelé de revoir la possession de sa fille après si longtemps. Merci de nous avoir confirmé cela, a déclaré l'inspecteur Harland. L'équipe médico-légale va maintenant extraire le vélo et l'analyser à la recherche d'empreintes digitales et de traces d'ADN. Cependant, après 12 ans passés sous terre, je ne sais pas ce qu'ils pourront trouver. En avez-vous parlé à quelqu'un? Au propriétaire, demanda-t-elle. Nous avons contacté le concierge, un certain Ernest Malalry. Un de mes agents est allé le chercher il y a environ une demi-heure. Nous avons également les coordonnées des derniers clients qui ont séjourné ici. Ils ont quitté l'appartement hier et vivent à Seattle. Laura fixait le vélo rose dans le stand, le lien le plus tangible qu'elle avait eu avec sa fille depuis 12 ans. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit autre chose que la douleur sourde de la perte, une lueur d'espoir. Tandis qu'elle observait l'équipe médico-légale travailler, elle a pris plusieurs photos du vélo avec son téléphone, veillant à ne pas perturber l'enquête. Les agents de la police scientifique ont été méticuleux, documentant chaque détail avant de se préparer à extraire le vélo de son tombeau en béton. Nous traiterons cela avec le plus grand soin,
assura une policière à Laura, remarquant son regard inquiet. Chaque détail compte. Le bruit des pneus sur le gravier annonça l'arrivée d'un autre véhicule de police. Par la porte ouverte du garage, Laura aperçut 2 policiers en uniforme escorter un homme d'un certain âge vers la maison. Il semblait avoir la cinquantaine avancée, avec des cheveux gris clairsemés et un visage buriné. Il se tenait légèrement voûté et marchait d'un pas prudent, celui de quelqu'un qui cherchait à paraître plus petit que lui. « C'est Ernest Malalry, le concierge », dit l'inspecteur Harland en suivant le regard de Laura. « Allons voir ce qu'il a à dire. » Ils sortirent, où les policiers avaient amené l'homme près de la voiture de patrouille. De près, Ernest Malalry paraissait encore plus buriné, avec de profonds plis autour de la bouche et des yeux qui allaient nerveusement de l'inspecteur à Laura. « Monsieur Malalry, » commença l'inspecteur Harland, « je suis l'inspecteur Dean Harland, enquêteur principal dans l'affaire de la disparition d'Emily Forresté. Voici Laura Forresté, la mère d'Emily. » Ernest hocha la tête avec raideur, sans vraiment croiser leurs regards. « J'ai entendu dire qu'on avait trouvé quelque chose, dit-il. Les policiers ne m'ont pas dit grand-chose, juste que je devais venir ici immédiatement. Nous avons découvert un vélo d'enfant enterré sous le sol en béton du garage, a poursuivi le détective Harland. Le détective Harland a expliqué qu'il avait été identifié comme appartenant à Emily Forresté, disparue il y a 12 ans à l'âge de 8 ans. Les yeux d'Ernest s'écarquillèrent à l'évocation d'un vélo sous le béton. Sa voix monta légèrement. « Je n'en sais rien. Je suis juste le gardien. Je m'occupe des invités et de l'entretien de la propriété, c'est tout. Mais je sais que le propriétaire a fait rénover son garage. » « Depuis combien de temps travaillez-vous comme gardien de cette propriété ?» a demandé le détective Harland. « Une dizaine d'années maintenant, » répondit Ernest. « Depuis que Monsieur Holloway a décidé de la louer sur Airbnb. »« Et qui est Monsieur Holloway ?» Ernest se pencha d'un pied sur l'autre. « Vance Holloway. C'est le propriétaire. Il vit à Zurich, en Suisse, depuis des années. Il revient 1 ou 2 fois par an pour vérifier l'état de la propriété, mais sinon, il me fait confiance pour tout gérer. » L'inspecteur Harland maintint le contact visuel tout en poursuivant son interrogatoire. « Quand le sol du garage a-t-il été rénové ou réparé pour la dernière fois ? » « Pas depuis que je suis ici, » répondit Ernest. « La maison a été construite il y a environ 13 ans. Monsieur Holloway y a vécu quelques années avant de partir pour l'Europe. » Laura observait l'échange, essayant de déchiffrer le langage corporel d'Ernest. Il y avait quelque chose dans sa façon de regarder constamment le garage ou une nervosité qui semblait excessive, même dans les circonstances. La voix de l'inspecteur Harland prit un ton plus dur. « Monsieur Malalry, je vais être direct avec vous. Les principaux suspects dans cette affaire sont les personnes qui ont régulièrement accès à cette propriété, vous et le propriétaire. Qu'un invité enterre un vélo sous du béton serait très inhabituel et difficile à réaliser. » Le visage d'Ernest s'empourpra. « Tu crois que j'ai quelque chose à voir avec ça ? Je n'oserais pas faire une chose pareille. Je suis gardien, pas un criminel. Je ne sais rien de la disparition d'une fille ou d'un vélo. Nous aurons besoin des dossiers de tous les clients qui ont séjourné ici au fil des ans, » a déclaré l'un des officiers en uniforme. Ernest hocha vivement la tête. « Bien sûr, bien sûr. Je peux vous fournir tout cela. Cette propriété est l'une des préférées de la région, certains clients y sont restés des mois, voire 1 an ou 2, surtout depuis que le télétravail est devenu monnaie courante. J'ai tous les documents. » « Vous suggérez que le vélo aurait pu être enterré par un client de longue date, » demanda l'inspecteur Harland, sceptique. « Je ne suggère rien, » dit Ernest en levant les mains sur la défensive. « Je dis juste que je ne sais pas comment il est arrivé là. Pour autant qu'on sache, il aurait pu être là avant que je commence à travailler ici. » L'inspecteur Harland échangea un regard avec l'un de ses agents, qui sortit une tablette et commença à tapoter l'écran. Au bout d'un moment, l'agent prit la parole. D'après les archives du comté, cette propriété a été construite en 2010, environ 1 an avant la disparition d'Emily Forresté en 2011. « Eh bien, voilà, » dit Ernest rapidement.
Le vélo a dû être placé là pendant la construction, avant le coulage du béton. Je ne travaillais même pas pour Monsieur Holloway à l'époque. L'inspecteur Harland resta impassible. Nous devons parler à Monsieur Holloway au plus vite. En attendant, Monsieur Malalery, j'apprécierais que vous restiez en ville et que vous soyez disponible pour un interrogatoire plus approfondi. Ernest hocha vigoureusement la tête. Bien sûr, inspecteur. Je veux vous aider du mieux que je peux. Je vous donnerai toutes les informations dont vous aurez besoin. Laura observa l'inspecteur Harland ordonner à ses agents de se coordonner avec les forces de l'ordre international pour contacter Vance Holloway en Suisse. La propriété serait fouillée de fond en comble et tous les clients qui y avaient séjourné seraient contactés et interrogés. L'inspecteur Harland se tourna vers Laura. Nous avons alerté les médias locaux de la découverte. Ils seront probablement bientôt là. Souhaitez-vous faire une déclaration? Laura secoua la tête. Non. Je ne pense pas pouvoir gérer ça maintenant. C'est trop. Je comprends parfaitement, lui assura-t-il. Je vais demander à un agent de vous raccompagner chez vous. Nous vous tiendrons au courant de nos découvertes. Tandis qu'on ramenait Laura à une voiture de patrouille, elle vit les cars de reportage arriver et les journalistes installer leurs caméras à l'entrée de la propriété. La vue du vélo d'Emily avait réveillé quelque chose en elle, un espoir désespéré qui sommeillait depuis des années. Mais cet espoir s'accompagnait de la peur de la déception, d'avoir à nouveau le cœur brisé. Tandis que l'agent la raccompagnait chez elle, Laura contemplait par la fenêtre les rues familières de Cedarbrook Hollow, les découvrant sous un jour nouveau. Quelque part dans cette ville se trouvaient les réponses à ce qui était arrivé à sa fille et pour la première fois depuis 12 ans, elle avait le sentiment qu'elle pourrait les trouver. De retour chez elle, Laura remercia le policier pour son escorte et se rendit directement dans sa chambre. Son esprit était brouillé par les événements de l'après-midi, la découverte du vélo d'Emily, l'interrogatoire d'Ernest Malalery, la reprise de l'enquête. Elle troqua ses vêtements de travail pour enfiler un jogging et un vieux sweatshirt universitaire, puis se dirigea pieds nus vers son bureau. L'ancienne chambre d'Emily avait été transformée en espace de travail lorsque Laura ne supporta plus de passer chaque jour devant la porte et de voir les affaires de sa fille intactes, attendant un retour qui ne venait jamais. Les murs étaient désormais d'un beige neutre au lieu du jaune vif qu'Emily avait choisi, mais Laura avait gardé quelques dessins de sa fille encadrés sur le mur, ne voulant pas l'effacer complètement. Laura s'est assise devant son ordinateur et s'est connectée au forum en ligne qu'elle fréquentait depuis 10 ans, la communauté de soutien aux enfants disparus. Ce groupe avait été sa bouée de sauvetage, la mettant en contact avec d'autres parents qui comprenaient sa douleur et l'aidaient à gérer les émotions complexes liées à la disparition d'un enfant. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle créa un nouveau message. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, la police a retrouvé le vélo d'Emily enfoui sous le béton du garage d'une location Airbnb en ville. Je passe devant cette maison tous les jours en allant au travail. L'enquête est en cours. Je suis submergé par l'émotion, mais je voulais vous donner des nouvelles, à vous tous qui me soutenez depuis si longtemps. Cela pourrait être la pause que nous attendions. Elle a joint une photo du vélo dans le stand et a cliqué sur « Publier ». Presque immédiatement, des notifications ont commencé à apparaître, les membres de la communauté répondant par des messages de soutien et d'espoir. En parcourant les réponses, Laura vit une notification pour ses messages privés. S'attendant à recevoir un message d'un modérateur du forum ou d'un membre de longue date, elle cliqua dessus, et ce qu'elle vit la laissa bouche bée, sous le choc et l'horreur. Le message contenait une photo qu'elle reconnaissait, une photo qu'elle avait partagée des années auparavant, d'Emily sur son vélo rose devant leur maison. Mais cette version avait été grotesquement modifiée. Le visage souriant d'Emily avait été remplacé par ce qui semblait être une tête de cochon morte, grossièrement photoshopée sur le corps de sa fille. « Oh mon Dieu !» murmura Laura en se couvrant la bouche. Sous l'image dérangeante se trouvait un court extrait vidéo. Les doigts tremblants, elle appuya sur « Play », regrettant aussitôt sa décision. La vidéo montrait quelqu'un découpant ce qui semblait être une tête de cochon, puis l'enveloppant dans du film plastique transparent. L'image était granuleuse et mal éclairée, mais suffisamment claire pour être profondément dérangeante. Le message accompagnait le média.
Ta fille est aussi morte que ce porc. Accepte-le et fais avec. Laura sentit la bile lui monter à la gorge. Elle referma brusquement son ordinateur portable et se précipita vers la salle de bain, y parvenant de justesse avant de vomir. Elle se débattit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, puis s'affala contre le carrelage froid du mur, tremblante. Après quelques minutes, elle reprit ses forces et retourna à l'ordinateur. Elle devait documenter l'incident avant de le signaler à l'inspecteur Harland. Prenant son courage à deux mains, elle rouvrit l'ordinateur et prit des captures d'écran du message, de la photo modifiée et de la vidéo. Puis elle a tapé une réponse. Qui es-tu? Si tu es assez courageux pour envoyer ces saletés, tu devrais être assez courageux pour te révéler. Qui ferait une chose aussi cruelle à une mère qui souffre depuis 12 ans? Elle a cliqué sur le nom d'utilisateur de l'expéditeur, espérant trouver des informations sur l'auteur d'un message aussi horrible. Mais le profil était privé, sans aucun abonné ni nombre d'abonnés visibles, ce qui suggérait que le compte avait été créé uniquement pour lui envoyer ce message. Laura arpentait la pièce, essayant de calmer son cœur battant. Au bout de quelques minutes, elle retourna à l'ordinateur et s'obligea à revoir la vidéo, cherchant cette fois le moindre détail susceptible d'identifier l'expéditeur. Elle mit la vidéo sur pause à plusieurs reprises, examinant attentivement l'arrière-plan. Il n'y avait pas grand-chose à voir, juste ce qui semblait être une surface en bois en extérieur, peut-être une table ou un billot. Dans un coin d'un cadre, elle aperçut ce qui aurait pu être un pain visible à travers une fenêtre. Laura a partagé la photo et la vidéo avec la communauté et les a également envoyées à l'enquêteur, espérant que quelqu'un pourrait reconnaître quelque chose qu'elle avait manqué. Elle a publié le tout avec un message expliquant ce qui s'était passé et demandant de l'aide pour identifier le compte ou tout indice dans la vidéo. Alors qu'elle publiait son message, son téléphone sonna. C'était l'inspecteur Harland. « Je viens de voir ce que vous m'avez envoyé, dit-il sans préambule. Quand avez-vous reçu cela? À l'instant, répondit Laura d'une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. J'ai posté une mise à jour concernant la découverte du vélo d'Emily sur mon forum d'assistance, et c'est apparu dans mes messages privés presque immédiatement. Notre équipe technique analyse la vidéo et tente de retrouver le compte. Le détective Harland a déclaré, une chose que j'ai remarqué tout de suite, les arbres à l'arrière-plan de la vidéo ressemblent à des conifères alpins européens, PASA. Espèce que nous voyons habituellement par ici. Tu crois que ça pourrait être le propriétaire? Il vit en Suisse, n'est-ce pas? C'est une possibilité. On ne peut pas l'exclure, a admis l'inspecteur Aron. Le timing est suspect. Nous avons contacté Ernest Mallery plus tôt dans la journée, et il est possible qu'il ait alerté le propriétaire. Mais il pourrait aussi s'agir d'une personne totalement étrangère, peut-être un troll qui aurait vu la nouvelle concernant le vélo et aurait décidé d'être cruel. As-tu trouvé autre chose à la maison? Demanda Laura. Nous avons procédé à une fouille minutieuse de toute la propriété, a répondu l'inspecteur Aron. Il n'y a aucune trace de restes humains ni aucun autre élément de preuve lié à l'affaire Emily, ce qui est positif. Nous poursuivons l'enquête sur la scène de crime, mais pour l'instant, le vélo est notre seule piste solide. Et les invités? Avez-vous déjà contacté l'un d'entre eux? Nous sommes encore en train de les contacter. Comme vous pouvez l'imaginer, avec des années d'historique de location, le processus sera long. Mais nous privilégions les séjours de longue durée et les personnes qui étaient présentes au moment de la disparition d'Emily. L'inspecteur Aron marqua une pause, puis poursuivit, notre équipe médico-légale a terminé son examen préliminaire du vélo. Comme prévu, ils n'ont trouvé aucune empreinte digitale ni échantillon d'ADN exploitable. Le vélo est resté sous terre trop longtemps, le béton et l'humidité ont détruit toute trace biologique. Laura ferma les yeux, essayant de ne pas se laisser submerger par la déception. Alors on revient à la case départ, demanda-t-elle doucement. Absolument pas, lui assura l'inspecteur Aron. Retrouver le vélo est une avancée majeure. Cela nous indique que la personne impliquée dans la disparition d'Emily avait accès à cette propriété. Cela nous permet de mieux cerner les choses. Après la fin de l'appel, Laura est retournée à son ordinateur. Son message sur le forum avait généré des dizaines de réponses,
les membres proposant analyse et soutien. Certains partageaient l'avis de l'inspecteur Aron, les arbres de la vidéo semblaient être des espèces européennes, tandis que d'autres soulignaient des incohérences suggérant que les images pourraient avoir été retouchées numériquement, voire générées par l'IA. Laura a passé les heures suivantes à lire et à répondre aux commentaires, reconnaissante de la distraction et de l'expertise collective de la communauté. À chaque message de soutien, elle se sentait un peu plus forte, un peu plus capable d'affronter la suite de l'enquête. Mais sous tout cela coulait un courant d'effroi, quelqu'un, quelque part, voulait qu'elle cesse de chercher Emily. Quelqu'un voulait lui faire croire que sa fille était morte, et que quelqu'un l'observait peut-être depuis des années, attendant le moment où l'espoir renaîtrait, pour finalement le briser une fois de plus. Le reste de la journée et de la soirée s'écoula dans un flou total, tandis que Laura continuait d'interagir sur le forum en ligne. La communauté s'était mobilisée autour d'elle, proposant une analyse de la vidéo et de la photo perturbante, ainsi qu'un soutien émotionnel. Les experts techniques du groupe examinaient les images image par image. L'éclairage est incohérent d'une image à l'autre, a écrit un membre, et il y a un étrange artefact sur les bords de la tête du cochon qui suggère une manipulation numérique. Je travaille dans l'authentification vidéo. On dirait un montage, a commenté un autre. Des images réelles de boucherie mélangées à des éléments générés par l'IA donnent l'impression que l'action s'est déroulée dans un lieu précis. Laura s'est retrouvée accrochée à ses analyses techniques, préférant réfléchir à la mécanique de la vidéo plutôt qu'à son contenu horrible ou à ce que cela pourrait signifier sur le sort d'Emily. À mesure que la nuit avançait, elle réalisa qu'elle avait complètement perdu la notion du temps. L'horloge numérique de son ordinateur indiquait presque minuit. Elle se déconnecta du forum, promettant de tenir le groupe informé si elle apprenait quelque chose de nouveau, et éteignit son ordinateur. Bien qu'épuisée, Laura savait que le sommeil lui échapperait, son esprit était trop actif, s'agitant à toute vitesse avec des scénarios et des possibilités. Malgré cela, elle accomplissait machinalement sa routine nocturne, se lavait le visage, se brossait les dents, enfilait son pyjama. Au lit, elle fixait le plafond, observant les ombres projetées par les phares des voitures qui passaient, le vélo enfoui dans le béton, la photo retouchée dérangeante, la vidéo de la tête de cochon, l'attitude nerveuse d'Ernest Mallery, le propriétaire en Suisse, le timing de tout cela. Impossible que ce soit une coïncidence. Laura changea de position, cherchant un réconfort qui ne venait pas. Si l'expéditeur de ce message se trouvait en Europe, comme l'avait suggéré l'inspecteur Aron, il était en sécurité à des milliers de kilomètres, caché derrière un écran, la tourmentant à distance. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui pouvait bien motiver quelqu'un à être aussi cruel envers une mère qui avait déjà enduré la pire douleur imaginable ? Et que dire de ce message final, accepte-le et vis avec ? Suggérait-il qu'Emily était bel et bien partie, que Laura devait abandonner tout espoir ? Ou était-ce une menace, un avertissement pour qu'elle cesse de chercher la vérité maintenant que des preuves avaient été trouvées ? Les heures passèrent et le sommeil continuait de la fuir. Laura regarda les chiffres numériques de son réveil changer, 1h17, 2h42, 3h28. À 4h, elle avait complètement abandonné. C'est ridicule, murmura-t-elle en allumant la lampe de chevet. Si je n'arrive pas à dormir, au moins je peux être productive. Laura sortit du lit et enfila un jean noir et un pull vert tendre. Elle prit sa boîte à pâtisserie, son uniforme de chef et son sac à main. Il n'était pas rare qu'elle arrive tôt au morning roast même si 4 heures du matin était une heure extrême, même pour elle. Mais la propriétaire de la boulangerie, Marge, avait donné à Laura sa propre clé de la porte arrière des années auparavant, lui confiant entièrement l'entreprise qu'elle avait bâtie en 3 décennies. Les fours se fichent de l'heure, lui avait dit Marge. Et moi non plus, tant que les viennoiseries sont bonnes. La boulangerie était devenue le sanctuaire de Laura au cours des années qui avaient suivi la disparition d'Emily. Il y avait quelque chose de thérapeutique dans les mesures précises, le travail physique du pétrissage de la pâte, la magie transformatrice de la chaleur qui transformait de simples ingrédients en merveilles. Dans la cuisine, Laura pouvait se concentrer sur la création de quelque chose de concret, quelque chose qui apportait de la joie aux autres lorsqu'elle avait été incapable de protéger ce qui comptait le plus pour elle.
Elle chargea ses provisions dans sa voiture et sortit de l'allée en marche arrière. Les rues de Cedarbrook Hollow étaient désertes à cette heure-ci, la seule lumière provenant de quelques lampadaires et de la faible lueur de l'aube qui commençait à éclairer le ciel à l'est. Laura conduisait lentement, son esprit digérant encore les événements de la veille. Peut-être qu'à la fin de son service, l'inspecteur Aron lui donnerait des nouvelles, peut-être aurait-il identifié l'expéditeur de cet horrible message ou trouvé sur le vélo des preuves initialement négligées. Tandis qu'elle empruntait le chemin familier menant à la boulangerie, ses phares balayaient la route déserte devant elle. La ville était silencieuse, la plupart des habitants étaient encore à des heures du réveil. Elle suivit la rue sinueuse qui menait au centre-ville, ralentissant machinalement à l'approche du virage près de la maison Airbnb où le vélo d'Emily avait été retrouvé. Quelque chose attira son attention alors qu'elle approchait de la propriété, une lumière visible à travers les arbres, provenant d'une fenêtre de la maison. Laura fronça les sourcils. L'inspecteur Aron lui avait dit que la propriété faisait l'objet d'une enquête policière et que personne ne devait s'y trouver. Alors qu'elle regardait, la lumière s'est soudainement éteinte, plongeant la maison dans l'obscurité. « C'est bizarre », murmura Laura. La police a peut-être laissé un agent surveiller les lieux, mais pourquoi allumer et éteindre les lumières à 4 heures du matin? Instinctivement, Laura ralentit et s'engaga sur le chemin privé qui menait à la maison. Elle conduisit prudemment, gardant ses phares allumés, mais approchant avec prudence. En approchant, elle aperçut une camionnette blanche garée près de la maison. Ce n'était pas un véhicule de police. Laura gara sa voiture un peu plus loin et coupa le moteur. Elle hésita à appeler l'inspecteur Aron immédiatement, mais décida d'aller voir de plus près d'abord, si ce n'était rien, elle ne voulait pas le réveiller à cette heure-ci sans raison. Elle sortit de sa voiture et referma doucement la portière d'une légère poussée plutôt que d'une claque. L'air de l'aube était frais et humide sur sa peau. Se tenant près de la lisière des arbres pour se protéger, elle se dirigea vers la maison. Laura aperçut du mouvement devant la propriété, une silhouette qui quittait précipitamment la maison pour se diriger vers la camionnette blanche. Ernest Mallory, le gardien, se tenait penché, portant un objet qu'elle ne distinguait pas de loin. Il déposa l'objet dans la camionnette, puis se figea en entendant les pas de Laura sur l'allée de gravier. « Qui est là » cria-t-il, la voix tendue par l'alarme. Laura hésita, puis apparut. « C'est Laura Forester » dit-elle en s'avançant vers lui. La mère d'Emily. Le visage d'Ernest était difficile à lire dans l'obscurité, mais son langage corporel en disait long, ses épaules se tendirent et il fit un demi-pas en arrière vers sa camionnette. « Que fais-tu ici à cette heure-ci » demanda-t-il d'une voix tendue. « Je pourrais te poser la même question » répondit Laura en s'arrêtant à quelques mètres. « Je croyais que cette propriété était interdite pendant l'enquête. J'allais au travail en voiture et j'ai vu des lumières allumées. » Ernest déplaça son poids d'un pied sur l'autre. « Monsieur Holloway m'a demandé de récupérer des documents importants dans la maison, des papiers d'assurance et des registres fonciers dont la police a besoin pour son enquête. Il a obtenu ma permission. » Laura l'étudia, remarquant comment ses yeux se déplaçaient partout, ne se posant jamais sur son visage plus d'une seconde à 4 heures du matin. Monsieur Holloway est en Suisse. Il est déjà le milieu de la matinée, dit Ernest rapidement. Il a appelé à son réveil et a appris ce qui se passait. La police avait besoin de ces papiers immédiatement, et je dois les obtenir au plus vite. L'explication semblait plausible, mais quelque chose dans l'attitude d'Ernest mettait Laura mal à l'aise. Il semblait trop nerveux, trop pressé de justifier sa présence. « Je suis simplement les instructions de mon employeur », poursuivit Ernest en se dirigeant vers le côté conducteur de la camionnette. « Je dois remettre ces papiers au commissariat immédiatement. Vous ne devriez pas traîner ici, mademoiselle Forester. C'est une scène de crime. » Laura hocha lentement la tête. « Je vais dans la direction opposée de toute façon, » dit-elle en désignant la route d'où elle venait. « Je vais au travail. » Ernest hocha brièvement la tête et monta dans sa camionnette. Laura regarda le moteur démarrer et la camionnette s'éloigner sur le chemin privé. Une fois dans son véhicule, Laura prit immédiatement son téléphone et appela l'inspecteur Aron. Malgré l'heure matinale, il répondit à la 3e sonnerie, la voix alerte.
Laura, tout va bien? Je ne suis pas sûre, répondit-elle, expliquant rapidement ce dont elle venait d'être témoin. Il a dit qu'il avait la permission d'entrer dans la maison, demanda l'inspecteur Aron, le ton plus dur. Oui, pour récupérer des documents pour le propriétaire. Il prétendait qu'ils étaient nécessaires à l'enquête. C'est absolument faux, a déclaré fermement l'inspecteur Aron. Personne n'a la permission d'entrer dans cette propriété pour le moment, surtout pas en pleine nuit. Quoi qu'Ernest ait fait, nous devons l'arrêter. Nous n'avons pas autorisé ce geste. Laura sentit un frisson la parcourir. Je dois le suivre? Il est parti il y a quelques minutes. Absolument pas, répondit immédiatement l'inspecteur Harland. Il pourrait être dangereux, surtout s'il se sent acculé. Restez où vous êtes. J'envoie des agents sur place et j'enverrai d'autres chercher la camionnette d'Ernest. En fait, je ne suis plus à la maison, expliqua Laura. Je suis dans ma voiture sur la route principale. Ernest est déjà parti. Dans quelle direction est-il allé? À l'ouest sur Cedar Ridge Road. Reste où tu es, Laura, ou repars. On s'en occupe. On le retrouvera. Laura acquiesça et raccrocha. Elle était assise dans sa voiture, moteur en marche, les pensées bourdonnantes. Que faisait vraiment Ernest à la maison? Qu'avait-il pris, et pourquoi, à cette heure où il pensait que personne ne le verrait? La réponse lui apparut avec une clarté soudaine, il supprimait des preuves, quelque chose qui le reliait à la disparition d'Emily, quelque chose qu'il ne pouvait pas risquer de voir la police découvrir. Laura serra le volant. Elle avait promis à l'inspecteur Harland de ne pas suivre Ernest, mais quelque chose en elle, la mère qui avait passé 12 ans à chercher des réponses, ne pouvait pas simplement partir, pas quand la vérité était peut-être si proche. Elle mit sa voiture en marche avant et tourna vers l'ouest sur Cedar Ridge Road, suivant le chemin emprunté par la camionnette d'Ernest. Elle garderait ses distances, se dit-elle. Elle ne l'affronterait pas, elle verrait juste où il allait, ce qu'il faisait de ce qu'il avait pris dans la maison. Cette route pouvait aussi mener au roast du matin. Laura continua sa route vers l'ouest sur Cedar Ridge Road, guettant attentivement la camionnette blanche d'Ernest. La route serpentait à travers une forêt dense, avec peu de maisons et encore moins de lampadaires. Dans l'obscurité qui précédait l'aube, Laura comptait beaucoup sur ses phares pour négocier les virages et les creux de la chaussée. Elle ne cherchait pas activement à rattraper Ernest, en fait, elle préférait maintenir une distance de sécurité. Son but était simplement de découvrir où il allait et ce qu'il faisait. Elle vérifia son GPS pour confirmer qu'elle était toujours sur le bon chemin. Cedar Ridge Road était une ligne droite sur plusieurs kilomètres, malgré des virages enlacés à travers la forêt. D'après la carte, si elle continuait à suivre cette route, elle finirait par rejoindre Hillside Avenue, qui la ramènerait en ville par l'extrémité ouest, non loin de l'endroit où se trouvait le roast du matin. Cette constatation la réconforta quelque peu, elle ne s'écartait pas complètement de son chemin, elle pourrait encore arriver à temps au travail si ce détour ne prenait pas trop de temps. Après avoir roulé pendant une dizaine de minutes, Laura commença à craindre d'avoir raté la camionnette d'Ernest ou qu'il ait pris une route secondaire qu'elle n'avait pas remarquée. Alors qu'elle envisageait de faire demi-tour, elle aperçut une camionnette blanche garée sur le bas-côté, partiellement cachée par les arbres. Laura ralentit aussitôt, puis se rangea, s'arrêtant beaucoup plus loin et éteignant ses phares. Elle ne voulait pas qu'Ernest se rende compte qu'il était suivi. De cette distance, elle distinguait à peine la silhouette de la camionnette dans la lumière naissante de l'aube. Incertaine de la marche à suivre, Laura décida de baisser sa vitre, espérant entendre des bruits qui pourraient lui donner une idée de ce qu'Ernest était en train de faire. En baissant la vitre, une légère odeur lui parvint, fumée, acide et produits chimiques loin de l'agréable odeur d'un feu de camp. Laura scruta à travers les arbres et aperçut de fines volutes de fumée noire s'élever de la forêt, non loin de l'endroit où Ernest s'était garé. Il brûlait quelque chose. Elle hésitait. Devait-elle appeler l'inspecteur Harland maintenant? Mais que lui dirait-elle exactement? Que Ernest s'était arrêté et qu'il brûlait peut-être quelque chose dans les bois. Il n'y avait pas grand-chose à dire, et à l'arrivée de la police, Ernest pourrait être parti depuis longtemps. Tandis que Laura pesait le pour et le contre,
elle aperçut du mouvement près de la camionnette. Ernest émergea des arbres, portant ce qui semblait être un tonneau en métal. Même de loin, Laura put voir qu'il s'agissait d'un tonneau à brûler, du genre utilisé pour contenir les incendies de déchets de jardin. Ernest chargea le tonneau à l'arrière de sa camionnette. Ses mouvements étaient précipités et anxieux, il regardait constamment autour de lui, visiblement inquiet d'être vu. Laura s'enfonça plus profondément dans son siège. Bien qu'elle fût suffisamment loin et dissimulée par les arbres, Ernest ne donna aucun signe de l'avoir repéré. Une fois le tonneau fixé, Ernest s'installa rapidement au volant de sa camionnette et démarra le moteur. Laura vit ses phares s'allumer et il reprit la route, continuant vers l'ouest. Laura attendit que la camionnette d'Ernest disparaisse dans un virage avant de redémarrer et de la suivre, maintenant une distance plus grande. Elle essaya de rappeler l'inspecteur Harland, mais le signal était faible dans la zone, avec une seule barre affichée sur son téléphone. Lorsque l'inspecteur répondit, sa voix était brisée et grésillante. « Laura, tu m'entends ? » « Où ?» Ernest s'est arrêté dans les bois, dit Laura d'une voix forte, espérant que le signal s'améliorerait. Il brûle quelque chose dans un tonneau. Il roule à nouveau vers l'ouest sur Cedar Ridge Road. Ne le suivez pas. Dangereux. J'essaierai de rappeler quand j'aurai un meilleur signal, répondit Laura. Frustrée par la mauvaise connexion, mais déterminée à ne pas perdre Ernest de vue, elle insista. Ce qu'il faisait était suffisamment suspect pour qu'il ressente le besoin de le faire en secret au petit matin, et vu le moment en quelques heures seulement après la découverte du vélo d'Emily, Laura ne put s'empêcher de penser que cela avait un lien avec l'affaire de sa fille. La route continua de serpenter à travers la forêt sur plusieurs kilomètres avant que Laura ne remarque la camionnette d'Ernest qui ralentissait devant elle. Il s'engaga sur une étroite route secondaire que Laura aurait pu manquer si elle n'avait pas été vigilante. Elle dépassa le virage, puis se gara lorsqu'elle fut hors de vue. En consultant son GPS, Laura vit que la route secondaire menait à un petit quartier résidentiel appelé Whispering Pine Lane, une impasse avec seulement quelques maisons éloignées les unes des autres. C'était sans doute là qu'Ernest habitait. Laura attendit quelques minutes, puis retourna lentement au virage. Elle le prit prudemment, baissant l'intensité de ses phares et avançant au pas pour minimiser le bruit. La voie était étroite et densément boisée des deux côtés, offrant un bon abri. Après environ 400 mètres, les arbres s'éclaircirent, révélant une petite clairière avec plusieurs maisons bien en retrait de la route. Laura se gara à l'orée de la forêt, où sa voiture serait moins visible, et utilisa l'appareil photo de son téléphone pour zoomer sur la scène. La camionnette d'Ernest était garée devant une modeste maison de plain-pied au bardage bleu patiné. Elle le regarda décharger le baril de brûlage de sa camionnette et le transporter jusqu'à côté de la maison, disparaissant de son champ de vision. Quand Ernest retourna à sa camionnette, Laura fut surprise de le voir pousser ce qui semblait être un chariot. Difficile de distinguer les détails à cette distance, mais l'objet était clairement rouge ou un chariot de pompier, réalisa-t-elle avec un sursaut, du genre utilisé pour transporter des marchandises dans les installations industrielles ou les entrepôts. Ernest gara le chariot à côté de la camionnette, la porte déjà ouverte, et en sortit un objet lourd pour le mettre dans le véhicule. Puis il ramena le chariot dans la maison. Il resta absent un bon moment, laissant Laura se demander ce qu'il pouvait bien faire pour avoir besoin d'un tel équipement. Elle vérifia à nouveau son téléphone, espérant que le signal s'était amélioré, mais il n'affichait toujours qu'une seule barre. Elle essaya quand même d'appeler l'inspecteur Harland. « Inspecteur, je suis sur Whispering Pine Lane, dit-elle dès qu'il répondit, parlant distinctement et espérant qu'il l'entende. Ernest habite ici. Il a apporté le tonneau à brûler chez lui, et maintenant il a une sorte de chariot rouge. Je crois qu'il transporte quelque chose de lourd. » Cette fois, la voix du détective résonna plus clairement. « Laura, écoute-moi. C'est extrêmement dangereux. Je veux que tu quittes la zone immédiatement. Nos agents sont en route, mais il leur faudra du temps pour atteindre cet endroit. Ne t'approche pas d'Ernest ni de ses biens. Je ne le ferai pas, promis Laura. Je reste dans ma voiture, bien caché. Je comprends, dit l'inspecteur Harland, le ton légèrement plus doux.
Mais votre sécurité est primordiale. Veuillez reprendre la route vers la ville. On s'occupe d'Ernest. Laura hésita, déchirée entre son désir de voir ce que faisait Ernest et sa reconnaissance du danger potentiel. D'accord, dit-elle finalement. Je m'en vais. Mais alors qu'elle s'apprêtait à démarrer sa voiture, Laura vit Ernest sortir de chez lui, poussant le chariot de pompier vers sa camionnette. Laura gardait les yeux fixés sur la maison d'Ernest, l'observant se débattre avec le chariot. Il semblait décharger quelque chose de lourd du chariot dans le véhicule. Ses mouvements étaient laborieux et maladroits. De son point de vue, Laura le voyait se courber et se tendre, mais ne distinguait pas ce qu'il manipulait. Une fois terminé, Ernest chargea le chariot dans la camionnette avant de fermer les portes. Il se dirigea ensuite vers la portière côté conducteur et monta à bord. Laura prit rapidement plusieurs photos avec son téléphone, zoomant au maximum. Les images étaient granuleuses dans la faible lumière du petit matin, mais elles pourraient fournir des preuves précieuses plus tard. Pourquoi déplacerait-il des objets lourds à cette heure-ci, se demanda-t-elle à voix haute, surtout juste après que la police eut retrouvé le vélo d'Emily. La question tournait dans son esprit tandis qu'elle continuait de surveiller la maison d'Ernest. Après quelques minutes, il réapparut, poussant le chariot vers sa camionnette pour la 3e fois. Comme la fois précédente, il peinait à transférer le contenu du chariot dans le véhicule. C'est le 3e voyage, pensa Laura. Une fois le transfert terminé, Ernest chargea le chariot dans la camionnette, ferma les portes arrière et s'installa au volant. Elle vérifia à nouveau le signal de son téléphone et appela le détective Harland, gardant la voix basse malgré la distance entre elle et la propriété d'Ernest. Ernest charge quelque chose de chez lui dans sa camionnette à l'aide d'un chariot à incendie, rapporta TL dès que l'inspecteur eut répondu. Il a déjà fait 3 voyages et vient de terminer le dernier. Où êtes-vous exactement maintenant, demanda le détective Harland, la voix tendue. Toujours sur Whispering Pinelan, garé à la lisière des arbres, dit Laura. Il ne me voit pas, mais il monte dans la camionnette. Je crois qu'il va partir. Nos agents sont encore à quelques minutes de là, répondit l'inspecteur Harland. Pouvez-vous voir dans quelle direction il se dirige sans être repéré? Oui. Il n'y a qu'une seule sortie pour sortir de ce cul-de-sac. Il devra passer par chez moi pour partir. Laura regarda Ernest démarrer sa camionnette et descendre lentement la ruelle en direction de la route principale. Elle se baissa sur son siège à l'approche de la camionnette, ne voulant pas être vue. Il retourne vers Cedar Ridge Road, murmura-t-elle au téléphone. Dès que la camionnette d'Ernest passa et s'engagea sur la route principale, Laura aperçut plusieurs voitures de police, gyrophares allumés, mais sans sirène, fonçant vers l'impasse. Elle devait rouler sirènes éteintes pour éviter d'alerter Ernest. La première voiture ralentit à l'approche du carrefour, et Laura aperçut l'inspecteur Harland à l'intérieur, parlant d'une voix pressante dans sa radio. Les autres voitures de police continuèrent leur route, probablement à la poursuite de la camionnette d'Ernest. Laura démarra sa voiture et s'engagea sur la route, suivant les véhicules de police à distance. Au détour d'un virage, elle vit que les policiers avaient formé un barrage en travers de la route, empêchant la camionnette d'Ernest de poursuivre sa route. Les policiers avaient positionné leurs véhicules stratégiquement, ne laissant aucune possibilité à Ernest d'avancer ou de reculer. Laura gara sa voiture à bonne distance et regarda les agents s'approcher de la camionnette d'Ernest, arme au poing, lui ordonnant de sortir du véhicule, main visible. Ernest obtempéra, sortant lentement, le visage résigné. L'inspecteur Harland s'approcha. Une fois Ernest maîtrisé et menotté, 2 policiers sont restés auprès du suspect, tandis que d'autres se sont dirigés vers l'arrière de la camionnette. Gantés, ils ont ouvert les portes arrière. Laura ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais elle a vu la réaction des policiers, le choc suivi d'une réaction d'urgence. L'inspecteur Harland parla rapidement dans sa radio et, quelques minutes plus tard, une ambulance arriva sur les lieux, ses gyrophares étincelant au milieu des arbres. Incapable de contenir sa curiosité et son inquiétude, Laura sortit de sa voiture et se dirigea vers les lieux. Un policier en uniforme s'avança pour l'intercepter, mais l'inspecteur Harland la vit et lui fit signe de passer.
Que as-tu trouvé? Demanda Laura en s'approchant. L'inspecteur Harland avait l'air sombre. Tu devrais te préparer, Laura. C'est difficile. Il l'a conduite à l'arrière de la camionnette, où les agents ont soigneusement. Je suis vivant, dit rapidement l'inspecteur Harland, voyant l'horreur sur le visage de Laura. Tous les trois, ils semblent sous sédatifs, mais ils respirent. Laura fixait les sacs mortuaires, son esprit peinant à assimiler ce qu'elle voyait. Est-ce que l'un d'eux est Emily, murmura-t-elle. Avant que l'inspecteur Harland puisse répondre, l'un des techniciens médicaux ouvrit soigneusement le premier sac, révélant la silhouette d'une jeune femme aux cheveux blonds clairs. Bien que les traits soient ceux d'une adulte, et non de l'enfant de 8 ans dont Laura se souvenait, il n'y avait aucun doute sur le visage de sa fille. Emily, souffla Laura, les jambes presque défaillantes. L'inspecteur Harland la saisit par le bras pour la stabiliser. Il faut les emmener à l'hôpital immédiatement, a crié un ambulancier. Ils sont dans un état stable, mais fortement drogués. Laura regarda dans un silence stupéfait l'équipe médicale transférer soigneusement les 3 sacs mortuaires sur des civières et les charger dans l'ambulance en attente, Emily et 2 autres jeunes femmes, toutes inconscientes mais vivantes. De l'autre côté de la rue, Ernest se tenait menotté entre 2 policiers. Lorsqu'il vit Laura le regarder, son visage se crispa de rage. « Tu aurais dû l'accepter, » lui cria-t-il. « Elle est morte pour moi, et elle l'aurait été pour toi aussi, si tu n'étais pas intervenu. » Laura fit un pas vers lui, la colère la submergeant. « Comment as-tu pu ?» demanda-t-elle. « Comment as-tu pu me la prendre ?»« Ce n'était qu'une enfant, » cracha Ernest par terre, les yeux étincelants d'une haine tordue. « Tu aurais dû vivre avec. »« Ça suffit, » interrompit l'inspecteur Harland, faisant signe aux policiers d'emmener Ernest. Ils le conduisirent jusqu'à une voiture de police et le placèrent à l'arrière. « J'ai reconnu cette phrase, » dit Laura, la voix tremblante. « C'est le même message que j'ai reçu en ligne, ta fille est aussi morte que ce porc. Accepte-la et fais avec. » C'était lui, il m'a envoyé cet horrible message et cette vidéo. Nous ajouterons cela aux charges, lui assura l'inspecteur Harland. Pour l'instant, la priorité est de soigner ces femmes. Souhaitez-vous monter dans l'ambulance avec Emily? Laura hocha la tête, incapable de parler tant sa gorge était serrée. Après 12 ans de recherche, d'espoir contre tout espoir, sa fille était vivante changée, adulte, traumatisée au-delà de toute espérance, mais vivante. En montant dans l'ambulance, à côté du brancard d'Emily, Laura prit doucement la main de sa fille. Elle était plus grande que dans ses souvenirs, les doigts plus longs, les ongles soigneusement taillés mais non vernis. Ce n'était pas la main de la fillette de 8 ans qui était partie sur son vélo rose, mais celle d'une jeune femme qui avait enduré des horreurs inimaginables. « Je suis là, Emily, » murmura Laura en la serrant doucement. « Je n'ai jamais cessé de te chercher. Je n'ai jamais abandonné. » Alors que les portes de l'ambulance se fermaient et que le véhicule commençait à bouger, Laura serrait fermement la main de sa fille, jurant de ne plus jamais la lâcher. L'ambulance fonçait dans les rues matinales de Cedarbrook Hollow, sa sirène perçant le silence de l'aube. Laura était assise à côté du brancard d'Emily, tenant la main de sa fille et scrutant son visage, un visage qui avait évolué, passant de l'enfant aux joues rondes de ses souvenirs à celui d'une jeune femme de 20 ans. Les traits d'Emily étaient paisibles malgré son inconscience, sa respiration régulière. L'ambulancier avait assuré à Laura que ses signes vitaux étaient stables, mais il ne connaîtrait l'étendue exacte de son état qu'à leur arrivée à l'hôpital et pour une évaluation approfondie. « Combien de temps restera-t-elle inconsciente ?» demanda Laura à l'ambulancier, qui surveillait les signes vitaux d'Emily. « C'est difficile à dire sans savoir exactement ce qu'on lui a administré, » a répondu l'ambulancier, mais à en juger par ses réactions aux stimuli, je m'attends à ce qu'elle reprenne connaissance dans quelques heures, une fois que l'effet des médicaments commencera à se dissiper. L'ambulance s'est arrêtée aux urgences de l'hôpital Cedarbrook Memorial, où une équipe médicale l'attendait. Les portes se sont ouvertes et le brancard d'Emily a été rapidement déchargé et transporté à l'intérieur du bâtiment, Laura suivant de près. « On va l'emmener en salle de traumatologie 2, » a indiqué un médecin en blouse bleue. Les 2 autres victimes sont dans les salles 1 et 3.
Laura écoutait l'ambulancier informer le personnel hospitalier de l'état d'Emily, lui transmettant ses signes vitaux et ses observations pendant le transport. L'équipe médicale a travaillé efficacement, transférant Emily dans un lit d'hôpital et la connectant à des moniteurs affichant son rythme cardiaque, sa tension artérielle et son taux d'oxygène. Laura a attendu dehors jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, une infirmière s'approche et lui touche doucement le bras. « Mademoiselle Forester, la police aimerait vous parler. » Laura suivit l'infirmière jusqu'à une salle d'attente privée, où l'inspecteur Harland l'attendait déjà. « Comment va-t-elle » demanda-t-il tandis que Laura s'asseyait lourdement sur une chaise en face de lui. « Stable » répondit Laura d'une voix distante. « Toujours inconsciente. Il l'examine en ce moment. » L'inspecteur Harland hocha la tête. « Nous avons des agents postés devant chaque chambre des femmes, elles sont en sécurité maintenant. » « Avez-vous identifié les 2 autres femmes ?»« Nous le pensons, » répondit Harland d'un ton hésitant. Les journaux d'Ernest Mallory, ainsi que les rapports de disparition correspondant à leurs âges et descriptions physiques, confirment qu'il s'agit de Kayla Bennett et Juliana Ramirez. Kayla a disparu de Portland il y a 11 ans, à l'âge de 9 ans, et Juliana a disparu lors d'une sortie scolaire à Seattle il y a 13 ans, également à 9 ans. Laura ferma brièvement les yeux, imaginant les autres mères qui recevraient bientôt des appels téléphoniques qui changeraient leur vie à jamais, tout comme la sienne avait basculé quelques heures plus tôt, lorsque le vélo d'Emily avait été découvert. « Et Ernest ? Il a dit quelque chose ?» demanda-t-elle en rouvrant les yeux. « Pas grand-chose à part son accès de colère sur les lieux », répondit Harland. « Il a invoqué son droit à un avocat. Mais nous avons trouvé beaucoup de choses chez lui, des journaux intimes, des photos, des dossiers qu'il tenait sur l'évolution des filles. Il semble qu'il ait entretenu un fantasme tordu, celui d'être leur tuteur plutôt que leur ravisseur. Comment a-t-il pu les cacher si longtemps? Personne n'est jamais venu chez lui. La maison possède un bunker anti-tempête en dessous, transformé en espace de vie insonorisé. D'après ce que nous savons, il les gardait là la plupart du temps, surtout lorsqu'il recevait des visiteurs, ce qui était rare. C'est un peu un reclus. Laura frissonna à l'idée qu'Emily et les autres filles aient vécu sous terre pendant des années, cachées du monde. Nous avons également retrouvé son ordinateur portable, poursuivit l'inspecteur Harland. Notre équipe technique a confirmé que c'était bien lui qui vous avait envoyé cette photo et cette vidéo manipulée. Il a créé un nouveau compte spécialement pour cela. La vidéo a été, comme certains membres de votre forum le soupçonnaient, retouchée numériquement grâce à l'IA pour donner l'impression qu'elle avait été filmée en Europe, afin de jeter le doute sur le propriétaire. Laura comprit parfaitement ce qu'il faisait, il essayait de détourner l'attention de sa personne. Nous avons contacté les autorités suisses, ajouta Harland. Ils ont interrogé M. Holloway. Il reconnaît avoir ordonné la rénovation, mais nie avoir eu connaissance de cette situation. Nous poursuivrons notre enquête sur son éventuelle implication. Un médecin entra dans la salle d'attente. Mademoiselle Forester ? Je suis le docteur Patel. J'ai terminé l'examen initial de votre fille. Laura se leva vivement. Comment va-t-elle ? Est-elle réveillée ? Pas encore, dit doucement le docteur Patel, mais elle commence à se remettre de la sédation. Physiquement, son état est remarquablement bon compte tenu des circonstances. Elle est dénutrie, mais pas gravement, et nous n'avons constaté aucun signe de traumatisme physique, hormis quelques anciennes fractures guéries au bras gauche et à la cheville droite. Laura se força à poser la question qui la hantait depuis qu'Emily avait été retrouvée. Et les abus sexuels ? Le docteur Patel garda une expression soigneusement neutre. Nous n'avons trouvé aucune preuve d'agression ou d'abus sexuels. D'après ce que les 3 femmes nous ont dit, Ernest Mallory entretenait avec elles ce qu'il qualifiait de relation paternelle, une relation contrôlante et psychologiquement abusive, mais sans caractère sexuel. Le soulagement ressenti par Laura à cette nouvelle fut immense. Même si le traumatisme psychologique de la captivité d'Emily prendrait des années à guérir, savoir que sa fille avait été épargnée par cette horreur particulière était une petite grâce. « Quand pourrais-je la revoir ?» demanda Laura. « Vous pouvez entrer maintenant si vous le souhaitez » a déclaré le docteur Patel.
Nous l'avons transférée dans une chambre individuelle. Elle pourrait bientôt reprendre conscience, et une présence familière pourrait être utile. Laura se tourna vers l'inspecteur Harland. J'ai besoin d'être avec elle. Bien sûr, acquiesça-t-il. Je vous recontacterai plus tard. Nous aurons besoin des déclarations des 3 femmes desquelles le pourront, mais cela peut attendre leur autorisation médicale. Laura suivit le docteur Patel dans les couloirs de l'hôpital jusqu'à une chambre gardée par un agent en uniforme. À l'intérieur, Émilie était allongée dans un lit d'hôpital, relié à divers équipements de surveillance. Ses yeux étaient fermés, mais sa respiration semblait différente, moins profonde, plus naturelle. Laura tira une chaise près du lit et, une fois de plus, prit la main d'Émilie. « Je suis là, ma chérie, dit-elle doucement. Tu es en sécurité maintenant. » Pendant près d'1 heure, Laura resta assise à côté d'Émilie, parlant parfois doucement, parfois simplement observant sa fille respirer. Vers 8 heures du matin, elle remarqua que les paupières d'Émilie commençaient à battre. « Émilie », Laura se pencha. « Tu m'entends ?» Les yeux d'Émilie s'ouvrirent lentement, d'abord flous, puis s'éclaircirent progressivement à mesure qu'elle observait les environs. Lorsque son regard se posa sur Laura, elle ressentit un instant de confusion, puis un éclair de reconnaissance. « Maman ?» Sa voix était rauque, à peine plus haute qu'un murmure. Les yeux de Laura se remplirent de larmes. « Oui, ma chérie. C'est moi. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent tandis qu'elle retrouvait pleinement conscience. « Où suis-je ? Où est Ernest ?» La peur perçait dans sa voix. « Tu es à l'hôpital », lui assura rapidement Laura. « Ernest a été arrêté. Il ne peut plus te faire de mal. Tu es en sécurité maintenant. » Émilie fixait Laura comme si elle essayait de se convaincre que ce qu'elle voyait était réel. « Je pensais ne plus jamais te revoir. » Les larmes de Laura coulèrent. « Je n'ai jamais cessé de te chercher. Je n'ai jamais cessé d'espérer. » Une infirmière entra dans la chambre et, voyant qu'Émilie était réveillée, vérifia rapidement ses signes vitaux avant d'aller alerter le médecin. Le docteur Patel revint quelques instants plus tard, accompagné de l'inspecteur Harland. « Bonjour, Émilie, » dit doucement le docteur Patel. « Je suis le docteur Patel. Comment vous sentez-vous ? » « J'ai le vertige, » répondit Émilie. « Fatiguée, mais ça va. »« C'est normal, » a dit le docteur Patel. « L'effet du médicament que vous avez reçu est encore en train de se dissiper. Nous allons prendre grand soin de vous. » L'inspecteur Harland s'avança. « Émilie, je suis l'inspecteur Harland. Je ne veux pas vous accabler, mais quand vous vous en sentirez capable, nous aimerions vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé. » Émilie hocha lentement la tête. « D'accord. Les autres filles, Kayla et Juliana, sont là aussi ? Elles vont bien ? » « Oui, » lui assura Laura. « Ils sont tous les deux là, et ils sont tous les deux en sécurité. » Le détective Harland a ajouté, « Ils sont toujours inconscients, mais les médecins s'attendent à ce qu'ils se rétablissent, tout comme vous. » Émilie sembla se détendre légèrement à ce moment-là. « C'est une bonne nouvelle. J'ai promis de les protéger, » dit Laura en serrant la main de sa fille. « Tu l'as fait, ma chérie. Vous avez tous pris soin les uns des autres, et maintenant tu es à la maison. » Le docteur Patel intervint gentiment. « Émilie a besoin de repos, mais si elle se sent capable de répondre à quelques questions, cela pourrait être utile à l'enquête. » Émilie hocha la tête. « Je veux aider. Je veux qu'il reste enfermé pour toujours. » « Pouvez-vous nous dire comment Ernest vous a emmené ?» demanda l'inspecteur Harland en sortant un petit carnet. Le regard d'Émilie s'éloigna en se remémorant ce jour, 12 ans plus tôt. « Je faisais du vélo autour de la maison. C'était les vacances d'été, et maman était à l'intérieur en train de préparer le déjeuner. » Elle jeta un coup d'œil à Laura. « Ernest est passé en camionnette. Il s'est arrêté et m'a offert une barre chocolatée, puis il m'a demandé si je voulais voir sa chatte qui venait d'avoir des chatons. » Laura ferma brièvement les yeux, imaginant la scène, sa fille, intelligente et confiante,
attiré par une tactique si courante chez un prédateur. J'ai d'abord dit non, continua Émilie, mais il m'a dit que les chatons étaient dans un garage à côté et que je pouvais prendre mon vélo. Je voulais vraiment les voir. Sa voix se brisa. Il n'y avait pas de chatons. Quand on est arrivé à la maison vide, je suppose que c'était le logement Airbnb avant qu'il ne soit terminé où il m'a donné à boire. C'était bizarre, mais j'avais soif à force de faire du vélo. Puis j'ai eu très sommeil. L'inspecteur Arlon hocha la tête et prit des notes. Et ensuite, il vous a emmené chez lui. Oui, au bunker en dessous. C'est là que j'ai rencontré Kayla. Jules est venu plus tard. Il nous a dit qu'il y avait une guerre dehors, que nos parents étaient morts et qu'il nous protégeait. La voix d'Émilie se durcit. Mais on a compris qu'il mentait. On voyait parfois des journaux, quand il était insouciant. On savait qu'il n'y avait pas de guerre. Laura écoutait, horrifiée mais reconnaissante qu'Émilie ait été suffisamment cohérente pour fournir ces informations. Le fait qu'elle se souvienne de ces détails suggérait clairement que son esprit était intact malgré le traumatisme et les années de captivité. Vous a-t-il déjà dit pourquoi il vous avait emmené ? Demanda le détective Arlon. Émilie resta silencieuse un instant. Il a dit qu'il nous sauvait de parents incompétents qui ne nous surveillaient pas assez, qui ne nous méritaient pas, elle regarda Laura d'un air désolé. Je savais que ce n'était pas vrai pour toi, maman. Je savais que tu m'aimais. Nous avons épluché les journaux d'Ernest, a confié l'inspecteur à Laura lors d'une de ses visites. Il nous offre un aperçu troublant de son état d'esprit. Il croyait sauver des filles de famille qu'il percevait comme négligentes. Dans le cas d'Émilie, il a affirmé l'avoir vue jouer dehors sans surveillance à plusieurs reprises avant de la prendre. J'étais dans la cuisine, avait dit Laura, la vieille culpabilité remontant à la surface. Je voyais le jardin depuis la fenêtre. Je me suis juste détourné quelques minutes pour vérifier le four. Laura, dit fermement l'inspecteur Arlon, rien de tout cela n'était de ta faute. Les prédateurs comme Ernest guettent la moindre occasion, le moindre semblant de vie normale à exploiter. Tu n'aurais jamais pu prévoir ou empêcher cela. Son ton devint grave. Nous avons trouvé des preuves dans les récentes entrées du journal d'Ernest et sur son ordinateur. Il prévoyait de déménager les 3 femmes. Il semble qu'il ait des liens avec un réseau international de trafiquants opérant sur le dark web. Alors que les femmes approchaient de l'âge adulte, il se préparait à les vendre. Laura halta, sa main libre se portant à sa bouche. Émilie resserra sa prise sur son autre main. Il commençait à s'inquiéter de les garder à mesure qu'elles grandissaient, poursuivit l'inspecteur Arlon. Plus difficile à contrôler, plus susceptible de résister ou de s'échapper. D'après les documents, il prévoyait de les droguer et de les transporter cette semaine. Si vous ne l'aviez pas repéré à la propriété Airbnb cette nuit-là, Laura, et suivi, il n'aurait pas eu besoin de finir sa phrase. Si Laura n'avait pas été incapable de dormir, si elle n'avait pas décidé d'aller travailler tôt, si elle n'avait pas remarqué la lumière dans la maison et n'avait pas enquêté, Émilie et les autres femmes auraient peut-être disparu à nouveau, cette fois peut-être pour toujours. L'inspecteur Arlon hocha la tête d'un air sombre. Je suis désolé, Émilie, mais vous êtes en sécurité maintenant. Ce que vous avez pu nous dire nous aide à démanteler toute cette opération. Vous contribuez à sauver d'autres victimes potentielles. Émilie se redressa dans son lit d'hôpital, la mâchoire serrée, avec une détermination qui rappela à Laura la petite fille têtue de 8 ans qu'elle avait été. Bien. Je veux aider. Je veux faire tout ce que je peux pour que personne d'autre ne vive ce que nous avons vécu. Laura ressentit une vague de fierté face à la force et à la compassion de sa fille, même après tout ce qu'elle avait enduré. Il y a encore une chose, a déclaré l'inspecteur Arlon. Nous avons pu confirmer, grâce au dossier d'Ernest et au témoignage de M. Holloway, qu'Ernest a bien participé à la construction de la propriété Airbnb avant d'en devenir officiellement le gardien. Il connaissait M. Holloway d'un précédent emploi et avait participé à la conception de la maison. Il était présent pendant la construction et avait accès au chantier avant le coulage du béton dans le garage, c'est donc à ce moment-là qu'il a enterré le vélo. Laura a conclu, exactement, pour cacher les preuves.
Monsieur Holloway semble n'avoir eu aucune connaissance des crimes d'Ernest, a ajouté Arlon. Il coopère pleinement à l'enquête, ici comme en Suisse. L'inspecteur Arlon posa quelques questions plus douces avant que le docteur Patel ne suggère qu'Émilie avait besoin de repos. L'inspecteur remercia Émilie et promit de revenir plus tard. Restée seule avec sa fille, Laura caressa doucement les cheveux d'Émilie. « Dors un peu, ma chérie. Je serai là à ton réveil, promis. » Les yeux d'Émilie étaient déjà fermés, la drogue encore présente dans son organisme l'empêchant de rester éveillée. « Ne me quitte pas, murmura-t-elle. « Plus jamais. » Laura promit en s'installant dans le fauteuil à côté du lit. « Je reste ici. » Tandis qu'Émilie se rendormait, Laura observait le visage de sa fille, émerveillée par le miracle de la retrouver. Quels que soient les défis à venir, la convalescence psychologique, l'adaptation à un monde qui avait perdu son autonomie pendant 12 ans, les poursuites judiciaires contre Ernest Hoel les relèveraient ensemble. Après 12 ans d'obscurité, la lumière était enfin revenue dans la vie de Laura. Finalement, ce n'était pas la découverte d'un vélo enterré qui avait ramené Émilie à la maison, c'était le refus d'une mère d'abandonner, le dévouement d'un détective sur une affaire non résolue, la volonté de survie d'une fille et les innombrables petites décisions qui avaient conduit Laura à passer devant la maison Airbnb au moment opportun, ce matin fatidique. Certains pourraient parler de coïncidence, Laura préférait y voir l'univers remettant enfin les pendules à l'heure après ce qui avait si terriblement mal tourné 12 ans plus tôt. Quoi qu'il en soit, elle était reconnaissante de chaque instant, de chaque défi, de chaque triomphe qu'apportait le retour de sa fille à la maison. Après 12 ans d'obscurité, elles avaient retrouvé le chemin de la lumière ensemble.